L'émotion NN et la raison NN, cette dichotomie, je l'ai comme Nous avons sous épingle et sandales sur le même chemin conducteur de l'épingle coranique. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire antillais. Vous savez, la place éminente qu'occupe la femme dans la société négro-africaine. Bonsoir, bienvenue dans votre grande et nouvelle émission littéraire, Chant littéraire, émission autour du livre. Nous allons recevoir des écrivains, des poètes, des conteurs, toutes sortes d'écritures. Mais ce soir, nous allons recevoir un auteur, un grand intellectuel d'une dimension vraiment exceptionnelle, qui a écrit pièces de théâtre, qui a écrit romans, contes, pour n'en citer que cela. Bonsoir, Mamadou Lamine Sanokho. Bonsoir, Madame Moussou Diabakhate. Heureux, à vrai dire, d'être avec vous cet après-midi. Monsieur Sanokho, qui est Mamadou Lamine Sanokho? Bien, Mamadou Lamine Sanokho est un citoyen thiessois. Né à Thiès. Oui. Et qui a fait ses humanités de sa prime enfance à Tambacounda. Parce que j'ai eu à faire mes études primaires et mes humanités à l'école coranique dans cette si chère et charmante ville de Tambacounda. Après, je suis revenu à Thiès pour terminer un cursus scolaire qui n'a pas fait long feu. Parce que j'ai quitté très tôt les bancs du collège, en classe de 4e secondaire. Et depuis lors, je me suis lancé dans une carrière littéraire. Voilà, c'est tout ce qu'on peut dire en peu de mots sur ma modeste personne. Merci. Mamadou Lamine Sanokho, qu'est-ce que vous avez commencé par écrire? Qu'est-ce qui vous a donné l'envie d'écrire? Bien, Moussou, je ne sais pas si le temps qui nous est imparti nous permettra de faire un voyage à travers ce temps. J'ai même tendance à dire un temps mythique, parce que ce qui m'a amené à l'écriture, ça remonte effectivement à mon enfance. D'abord, mes oncles paternels, à l'époque, recevaient beaucoup de prix, alors que j'étais au berceau. Tous leurs livres qu'on leur donnait comme prix littéraire, ils les accumulaient dans de grosses malles, puisqu'ils étaient, eux, des scientifiques. Donc, je suis né dans les livres. Je suis venu au monde en trouvant autour de moi plein de livres sur lesquels je rampais, sur lesquels je jouais, que parfois je déchirais, que parfois je griffonnais de n'importe quel gribouillis. Et donc, c'est comme si, quelque part, Dieu, dès le départ, avait inscrit mon destin au registre des livres. Voilà. Maintenant, Monsieur Sanokho, nous allons parler de votre roman, La mention naturelle. Qui a décidé de la présentation du livre sur la page de couverture? Parce que sur la page de couverture, nous voyons une image. Qui a choisi cette image? Cette image, c'est la maison d'édition, parce qu'il y a toute une passerelle entre la composition littéraire qui est propre à l'auteur et maintenant le travail éditorial qui est propre à la maison d'édition. Je pense que ce sont les éditions Terré. Et au passage, je salue mon ami Dongo Dim, qui est le directeur des éditions Terré. Je pense que c'est par ces soins qu'on a eu à faire l'image du livre. Voilà. De quoi parle ce roman? Ce roman, en fait, pour un lecteur averti, est une fresque littéraire. Une fresque, si vous voulez le comprendre, empruntons à l'art plastique son style.
vous voyez que si vous voyez par exemple un tableau, par rapport, disons, à l'œuvre d'un plasticien, parfois il peut vous présenter une seule image à travers son tableau. Ça, ce n'est pas une fresque. Hein. Bon. Mais si vous voyez sur le tableau d'un peintre, en fait, beaucoup d'images. Par exemple, arrière-plan, gros plan, on montre un ensemble de choses sur son tableau. Donc, c'est ça qu'on appelle une fresque. Bon, la fresque, elle peut être picturale, donc en peinture, comme elle peut être littéraire, elle peut également être cinématographique. Je prends l'exemple des Misérables de Victor Hugo, bon, pour ne citer que celui-là, c'est une fresque littéraire, puisque à travers les Misérables, Hugo, il est en train de décrire toute la société française. Donc vous avez parlé de beaucoup de choses voilà. Dans ce roman. Voilà, est-ce que vous pouvez peut-être nous citer quelques-unes? Bien, en fait, même si je parle de plusieurs sujets, ils ne sont pas disparates. Il y a un fil conducteur entre les différents sujets que j'aborde. Mais je suis parti d'un prétexte. Je suis parti du prétexte de l'amant surnaturel qu'on appelle en Wolof Farorapan. D'accord. Je suis donc parti du prétexte, en fait, d'une possession ou bien d'une fille possédée pour décrire toute la société sénégalaise. Parce que vous savez, l'inspiration, ça ne vient pas ex nihilo. On ne crée pas ex nihilo. On crée toujours à partir de quelque chose. Donc la société au sein de laquelle j'évolue, en fait, m'a flagellé de ces crises, ces multiples crises de valeurs. Parce que d'abord, j'entends à maintes reprises à la radio, au réveil, au coucher, à la télévision, je vois une armada de charlatans, de sorciers qui du matin au soir parlent de guérir des filles qui sont possédées ou bien des hommes possédés ou bien en tout cas qui parlent de faire preuve d'un certain exorcisme pour repousser le diable. Bon, vous savez, une œuvre, ça ne naît pas de prime abord. C'est comme une femme en gestation. Ça peut naître en vous, en gestation, jusqu'à en fait, ce qu'elle arrive à terme. C'est comme une femme en gestation à terme qui accouche. Bon, l'écrivain aussi, le poète, l'artiste de manière générale, son œuvre peut ne pas naître a priori. Souvent, c'est quelque chose qui bouillonne en lui, qui bouillonne et qui finit effectivement par exploser. Voilà, par exploser. Donc, lorsque, au terme de cette gestation, donc, quand j'ai été flagellé par vraiment, comment dirais-je, ces coups de fouet de la société, bon, je me suis dit que, mais dans quelle société je suis? Comment au XXIe siècle, comment à l'aube du 3e millénaire, tandis que les autres nations pensent à créer, c'est pas moi, pensent à aller vers l'espace, pensent à trouver assez de découvertes pour le progrès de l'humanité. Nous, en Afrique, particulièrement au Sénégal, à l'aube du 3e millénaire, nous nous mettons encore à parler de sorcellerie. Nous nous mettons encore à parler de possession. Donc, je pars de ce prétexte d'amant surnaturel pour faire l'exorcisme de la société sénégalaise. En fait, ce n'est pas une fille qui est possédée, comme semble en fait le montrer le roman, mais c'est la société tout entière qui est possédée. Par quoi? C'est ça la question qu'il faut se poser. Maintenant, passons à la pause lecture. Les Sénégalais aiment consulter sorciers, charlatans, guérisseurs et autres corrupteurs de magie et de fétiche. Se lancer dans la mêlée des activités modernes sans préparation mystique, c'est aller à coup sûr au suicide. Alors, autant le sorcier à qui l'on a affaire provient d'une contrée lointaine, autant on lui fait confiance. C'est pourquoi des magiciens maliens, burkinabés ou béninois ne manquent pas de s'installer au Sénégal, où les populations raffolent de leur service. À ce niveau,
l'intégration africaine est impeccable. Comment avez-vous trouvé la lecture de cet élève? Bien, en l'écoutant, bon, sans lui jeter des fleurs, je suis émerveillé parce que j'avais pensé que les nouvelles générations ou bien les jeunes d'aujourd'hui auraient du mal peut-être à lire de façon correcte. Hein. Bon, pas forcément en français, mais même si c'était une lecture en wolof ou en pulaar ou dans une autre langue, il y a effectivement les règles de... bon, disons qu'il y a les normes de la lecture à respecter et je pense que... Comme les ponctuations? Oui, les ponctuations, les souffles, les virgules. Je pense que c'est une très bonne lecture. Hein. C'est une très bonne lecture. Et là, j'en profite pour lancer un message aux élèves. Surtout. Pour leur dire que le livre, malgré l'ère numérique, en fait, fait partie en fait, des outils de la quête de la connaissance. D'accord. Certes, ils sont nés à l'ère du numérique, mais ce n'est pas une bonne raison pour se détourner du livre, parce que j'ai l'habitude de dire que l'image et l'écrit ne se repoussent pas, mais ils se complètent. C'est vrai. Bien. Monsieur Sanokho, quelle place la lecture occupait-elle chez vous, vos parents? Y avait-il des livres? Oui, comme je vous l'ai dit à l'entame de mon propos, dès le berceau, je suis venu au monde dans un sanctuaire de livres. Hein. Mes oncles paternels, en l'occurrence, qui avaient beaucoup de prix, donc qui recevaient beaucoup de prix littéraires, mais qui étaient des scientifiques. Hein. Bon, donc, je ne sais pas, par quel coup du destin, ils ont accumulé, en fait, des tonnes de livres avant ma naissance. D'accord. Donc, je suis né dans ce sanctuaire de livres. Bon, je voudrais aussi préciser une chose. Après cela, après le berceau, quand j'ai appris, en fait, à m'initier à la lecture, étant élève, et en même temps un talibé, parce que je suis le fils de deux écoles. Hein. Je suis en même temps le fils de l'école française, mais aussi le fils de l'école coranique. Donc, lorsque je faisais mes humanités coraniques à Tambacounda, il m'arrivait, avec mon sébile en main, là où mes compagnons folâtraient à travers les rues, ou bien là où ils faisaient le petit polisson à travers les rues, je suis tombé par hasard sur un foyer catholique qui s'appelait le foyer Marie-la Salette. D'accord. Alors, j'ai eu la curiosité d'entrer dans ce foyer catholique. Et à ma grande surprise, pour la première fois, j'ai découvert une bibliothèque. Je me suis dit, mais tiens, ces étagères qui contiennent des pylônes de livres, mais ça ressemble en fait au temple de mon enfance. Les livres sur lesquels je rampais, les livres avec lesquels je m'amusais, maintenant, je les vois tout rangés, comme des régiments de soldats sur des étagères. Alors ça m'a émerveillé, je suis entré et une sœur blanche, hein, parce que, disons, le foyer était géré par des sœurs blanches. Bon, je les revois encore avec leurs robes blanches et leur capuchon, ou bien leur truc sur la tête. Alors l'une d'elles s'est approchée de moi en me disant, petit, est-ce que tu t'intéresses aux livres? Bon, je lui ai dit oui, madame. Et puis, par je ne sais quel coup de chance, j'ai appris à lire très tôt. Alors, elle est étonnée de voir un talibé, tout crasseux là, avec ses haillons, portant son sébile, qui lui répond en un parfait français. Et puis, il me dit, mais non, viens. Alors, il m'invite à visiter la bibliothèque. Et là, j'ai franchi une autre étape de la lecture. J'ai commencé de façon assidue, grâce à cette sœur et grâce à ce foyer catholique de Tambacounda qui était juxtaposé au centre hospitalier. J'ai commencé maintenant régulièrement à aller prendre des livres là-bas et à les dévorer. J'ai commencé par la collection, la bibliothèque Rose, Or. Bon, j'en rappelle encore les Enid Blyton avec ses fameux mystères. Bon, je lis toutes sortes de livres d'aventure. Hein. Et puis, avant de découvrir la littérature africaine avec les Kamarala et les Mongobeti et autres, c'est pour vous dire que la littérature, elle est universelle. Oui, j'ai commencé par les livres des Touaps. C'est eux qui m'ont donné les premiers rudiments de la culture.
D'accord. Monsieur Sanokho, il y a une phrase qui m'a un peu... Bon, à ce niveau, l'intégration africaine est impeccable. Vous voulez dire quoi? À ce niveau, l'intégration africaine est impeccable. Bon, c'est certes un passage du livre, hein, Oui. là où je parle, comment dirais-je, de la présence des Burkinabés, Oui. des Béninois et d'autres ressortissants africains qui viennent au Sénégal, qui s'installent dans des baraques ou en tout cas dans quelques quartiers malfamés des quartiers ou bien des villes et qui sont prisés notamment par la gente féminine qui vient souvent les visiter pour un problème de rap, pour un problème en fait, n'importe quel problème d'ordre social. C'est soit pour soigner un rap ou bien c'est pour avoir un mari, ou bien c'est pour avoir du travail, ou bien c'est pour avoir du visa. Donc, ces sorciers, ces charlatans, ils prolifèrent au Sénégal. Hein, et ils sont de toute nationalité. Donc, je dis qu'à ce niveau, bon, l'intégration africaine, elle est parfaite parce qu'on retrouve chez nous toutes ces nationalités. Tandis que sur le plan politique, sur le plan économique, on a échoué. Bon, malgré la création de l'UEMOA, malgré la création de la CEDEAO, bon, l'intégration africaine tarde à porter ses fruits. Voilà, donc bon, c'est une façon de railler, quoi. D'accord. Mamadou Sanokho, est-ce que vous avez déjà eu l'occasion d'être invité en tant qu'écrivain à l'étranger, par exemple au salon du livre ou colloque? Bien, j'ai participé à des salons disons, internationaux de livres à Dakar. Mais vous savez, Moussou, pour moi, je n'ai pas encore eu l'occasion de visiter les autres salons en dehors du pays. Parce que pour moi, le voyage n'est pas forcément physique. Le voyage, ce n'est pas uniquement l'avion. On peut voyager à travers le cosmos de multiples manières. Mais est-ce que ça c'est normal? Parce qu'il y a d'autres auteurs qui partent plusieurs fois. Bon, vous savez, moi, Moussou, je suis de ces auteurs, je ne dirais pas timides, mais en tout cas, un peu effacés. Je ne fais pas de ma carrière littéraire, comment dirais-je, un piédestal de Mathusie. Hein. Bon, parce que d'abord, nous sommes des musulmans. Je crois en fait aux principes fondamentaux de l'islam. Dieu n'aime pas la vanité. Dieu n'aime pas l'ostentation. Dieu n'aime pas ceux qui cherchent coûte que coûte à se mettre au devant de la scène. Donc, bon, je ne sors que comme aujourd'hui, quoi. Que lorsque c'est légitime, que lorsque c'est nécessaire. Bon, c'est pourquoi souvent, durant tout le parcours littéraire que j'ai fait, bon, je n'ai pas tellement fait beaucoup de bruit autour de moi. Hein? Bon, ceux qui ont eu la chance, parmi mes confrères, de voyager, de bouger, bon, je leur souhaite vraiment la bonne chance. Bon, disons que ce n'est pas exclu. Il se peut que aussi, bon, quand c'est nécessaire, quand ça viendra à son heure, bon, que je puisse moi aussi aller à la rencontre d'autres auteurs sur d'autres cieux. Avez-vous, M. Sanokho, avez-vous participé à des concours d'écriture? Avez-vous reçu des prix? Oui, parce que, comme je vous l'ai dit, bon, il y a beaucoup de gens qui m'appellent professeur, certains qui disent docteur. Je lui dis non, détrompez-vous. Je ne suis ni professeur ni docteur, je suis autodidacte. Mes études ont été brisées très tôt en classe de 4e secondaire. Mais ce n'est pas parce qu'on n'a pas poursuivi ses études au niveau universitaire qu'on n'a pas forcément un background. Et pourtant, après j'ai milité à l'école du parti au PAI. Bon, je pense que ça fait partie de ma biographie. J'ai eu à militer très tôt au Parti africain de l'indépendance lorsqu'il est revenu à la légalité. Le parti dirigé par Majmoud Diop. Alors, entre 16 ans et 17 ans et 18 ans, bon, il y avait l'école du parti. Alors, qui dit école du parti, dit une autre forme d'université. C'était à l'époque, comment dirais-je, c'était à l'époque de l'idéologie marxiste. Donc, il fallait assimiler la doctrine du marxisme-léninisme, du marxisme-léninisme pour pouvoir argumenter. Donc,
il fallait apprendre la philosophie, il fallait apprendre l'économie politique, il fallait apprendre la sociologie. Donc grâce à l'école du parti, j'ai pu combler ce vide qui m'a laissé peut-être ces études très tôt brisées en classe de 4e secondaire. Et c'est ainsi que, à travers mon autodidactie, j'ai allié militantisme politique et carrière littéraire. Et maintenant, puisque je me suis lancé très tôt à l'écriture à l'âge de 16 ans, j'ai été récompensé par la grâce de Dieu aussi très tôt, parce que j'ai reçu mon premier prix de poésie sous l'égide du ministre Moustapha Ka. À l'époque, il y avait Abdoulaye Mbouch au centre culturel. Oui, Abdoulaye Mbouch. Bien, voilà. Avec comme président de jury Sadawa Ndiaye et Racine Senghor, ils m'ont donné mon premier prix de poésie. Et depuis, en 2000, j'ai remporté, disons que j'ai été récompensé par la fondation, le prix de la fondation Léopold Sédar Senghor en avril 2000 pour un autre recueil de poèmes. Et l'année suivante, en 2001, j'ai également été récompensé par l'Institut français pour le prix de la meilleure nouvelle de langue française. Et en 2005, dans ma ville natale, on m'a donné le grand prix du maire pour une pièce de théâtre. La saga des parias. Pour ne citer que cela, il y a eu quelques poches d'autres petits prix que je préfère taire. Est-ce que nous pouvons savoir qu'est-ce qui a brisé vos études? Bien, là, vous entrez dans, comment dirais-je, vous entrez profondément dans, dans le temple secret de l'auteur, effectivement. Mais il n'y a pas de tabou, parce que qui écrit se trahit. Oui. Qui écrit se trahit. Vous savez, Moussou, comme je vous l'ai dit, très tôt, j'ai eu à briser mes études en classe de 4e secondaire, non pas parce que j'étais nulard, parce que vous avez déjà vu les potentialités. C'est pourquoi je vous ai posé cette question. Les potentialités par la grâce de Dieu dont j'ai disposé, ayant lu très tôt, ayant pu me cultiver très tôt, mais à chacun son dessein. C'est-à-dire, lorsque j'étais plus jeune, entre 14, 15, 16 et jusqu'à 17 ans, j'étais un garçon très turbulent, un garçon révolté. Je refusais le monde que m'imposaient les adultes parce que très tôt, Dieu m'a permis d'être clairvoyant. D'en savoir non pas plus qu'eux, mais en tout cas, il n'en savait pas plus que moi. Donc, cela a créé une certaine confrontation générationnelle au sein même de ma famille. Cela peut-être m'a valu toutes les étiquettes, délinquants juvéniles, etc. Et puis j'en passe. Donc, j'ai vécu à cette période une certaine forme, comment dirais-je, je ne dirais pas de délinquance juvénile, mais une certaine forme de liberté. Je me suis rebiffé de toute poigne, comment dirais-je, susceptible de, comme à l'image des autres enfants sages qui dorment à partir de 9 h, qui disent oui quand on leur dit coucher, ils sont couchés, debout, ils sont debout. Moi, c'était tout à fait le contraire. Et ça m'a valu les foudres de la famille. Donc, alors, puisque je vivais cette sorte de folie juvénile, j'ai pensé que vraiment, je suis, comment dirais-je, comme une sorte de mon nouveau prophète sur terre à qui rien ne résiste. Alors j'ai préféré prendre ma liberté et pour le prouver, j'ai dit à la famille que même l'école, même le collège, je n'y crois pas. Je vais pratiquement faire mon chemin tout seul. Voilà. Et c'est ça qui a brisé mes études. D'accord. Dans quel état êtes-vous quand vous écrivez? Vous posez des questions qui abordent une profonde psychologie de l'auteur. Vous savez, il y a une différence entre l'homme et l'artiste. L'écrivain, c'est un artiste. Le peintre, c'est un artiste. Le cinéaste, c'est un artiste. Et j'en passe. Quand je suis homme, je suis comme monsieur tout le monde. Parce que l'homme
dans sa nature, en fait, vit la condition humaine. Bon, si vous savez que l'autre, à l'heure où il a faim, il a besoin de manger, si vous savez que l'autre, à l'heure où il a envie de dormir, il doit dormir, alors sachez que vous éprouvez la même chose, parce que vous ne pouvez pas être autre chose que votre semblable. Là, vous vous ressemblez. Mais une fois que, entre guillemets, la démence de l'art surgit en nous, nous nous métamorphosons. Je ne sais pas si vous connaissez le mythe du loup-garou que vous voyez dans les films. À chaque nuit de pleine lune, il sort de sa peau d'homme, déchire sa peau d'homme pour devenir un loup. En quelque sorte, l'artiste, et l'écrivain en particulier, est un peu un loup-garou. À l'heure de sa création, il sort de sa peau humaine pour devenir en fait une sorte, bon, comment dirais-je, une autre créature, bon, sans laquelle il est impossible de créer. Donc, au moment d'écrire, bon, moi je suis particulièrement nocturne. Hein. C'est bon, souvent la nuit que j'écris, quand tout le monde dort. Bon, on a beau me dire quand j'étais jeune que Goudi amna borom, mais moi, je suis nocturne. C'est en pleine nuit, quand tout le monde dort, que je sens mon art. Parce que c'est en ce moment-là que vous vous rendez compte que l'homme ne communique pas seulement avec l'homme. Il y a l'espace. Bon, il y a les étoiles. Il y a le chant du grillon la nuit. Il y a l'éclat de l'étoile qui vous appelle. En fait, énormément de bruissement dans l'appel, comme dirait Baudelaire, bon, dans les fleurs du mal. Donc, bon, disons que derrière chaque temple, au-delà de ce que nous voyons, il y a autre chose. Et c'est cette autre chose-là dont je suis à la quête et qui souvent m'inspire. D'accord. Pensez-vous que l'écrivain a un rôle particulier à jouer dans la société? Mais l'histoire est là pour répondre. L'histoire est là pour répondre à votre question. Moi, je dis qu'une société sans littérature est une société moribonde. Or, on ne peut pas parler de littérature sans parler d'écrivains, parce que c'est eux qui produisent de la littérature. Donc, moi, je dis que malgré l'ère numérique, ou bien malgré les nouveaux progrès technologiques qui prônent la mort du livre, une société sans écrivain est une société qui va à la dérive. Écoutez, toutes ces histoires du passé, nous les avions apprises par la littérature. Je pense à Victor Hugo, à travers Les Misérables, 93, Victor Hugo, Notre-Dame de Paris. Je pense à Balzac, avec, bon, comment dirais-je, son œuvre monumentale, bon, La condition humaine. Je pense à Flaubert, je pense à Stendhal. Bon, pour ne citer que les auteurs classiques européens. Mais revenons à l'Afrique. Je pense à Sembène Ousmane, avec Les bouts de bois des dieux, qui nous raconte la grève des cheminots. Je pense à Ferdinand Oyono, à Mongo Betty. Je pense à Cheikh Hamidou Kane, avec bon, l'aventure Ambigou-Bion. Donc, écoutez, l'écrivain est au cœur même du progrès social. Il a un rôle capital, un rôle sacré à jouer, parce que n'oublions pas qu'à l'ère des indépendances, nous devons aux écrivains de l'ère post-coloniale, en fait, bon, comment dirais-je, la libération de l'Afrique. Si les politiciens veulent nous faire croire que c'est eux qui ont été à la base, par exemple, de tous les combats pour libérer l'Afrique, je dirais que ce n'est pas vrai. Ce sont les écrivains qui ont été à l'avant-garde de cette lutte. Alioune Diop qui crée Présence africaine en 1987, Cheikh Anta Diop, Léopold Sédar Senghor. Tous ces auteurs, en fait, unis comme des tribus, comme un régiment de soldats qui ont pris leur plume et qui ont dit niet à la domination coloniale. Donc, cette libération de l'Afrique n'a pas commencé par les politiques ou bien par les politiciens, mais bel et bien par les écrivains. Donc, c'est ce bâton de relais que les prédécesseurs nous ont passé, et bien bon, qui se poursuit, parce que moi je me dis que l'écrivain est le témoin de son époque. Bon, l'écrivain est le témoin de sa société. Il n'est que, en fait, à travers ses livres, à travers ses œuvres, vous ne voyez que le reflet de sa société.
Vous ne voyez que le reflet de la société. Et par devoir de mémoire, même s'il sait que physiquement, il doit s'en aller un jour, mais il laisse quelque chose à la postérité. Bien. Voilà, je vous rappelle que vous êtes dans votre grande et nouvelle émission littéraire, Champ littéraire, qui vous est servie par Madame Moussou Diabahatengom. Et ce soir, nous recevons Mamadou Lamine Sanokho, un grand écrivain. Je vous laisse conclure maintenant. Bien, je souhaite de tout cœur qu'il y ait une bonne promotion littéraire et au-delà, la promotion de l'économie culturelle au Sénégal, en particulier en Afrique en général. Parce que nous avons tendance à oublier que la culture, c'est une économie. Bon, donc il est temps que nous arrêtions de penser qu'il faut tendre la main, il faut demander service au ministère de la Culture, à l'État, et j'en passe. Nous avons nous-mêmes, en fait, une économie culturelle à partir de laquelle, s'il y a, à vrai dire, une bonne politique culturelle, à partir de laquelle nous pourrions nous émanciper et à partir de laquelle nous pourrions vivre du fruit de notre travail. Merci beaucoup, M. Mamadou Lamine Sanokho, d'avoir accepté notre invitation. Merci d'avoir été des nôtres. Merci, chers téléspectateurs. Bon, c'est moi qui vous remercie, M. Diabakhate. On se retrouve, Inch'Allah, dans 15 jours. En attendant, je vous laisse avec ce qui vous permet de vivre 1000 vies au lieu d'une, la littérature. L'émotion vénère et la raison élève. Cette dichotomie, je l'ai Nous avons usé pagne et sandales sur le même chemin qu'habitude de l'école de Coran. En France, quand je suis arrivé, il y avait honte de se dire